Laurent Wauquiez, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, défend l'innovation à Toulouse. Le nombre des dossiers de surendettement déposés à la Banque de France en constante augmentation. Et enfin, Chico des Gypsy Kings sera à Colomiers au printemps. Laurent Wauquiez, Pierre Cohen, Martin Malvy et Gilbert Casamata ont posé la première pierre de l'espace Clément Ader, le premier bâtiment du campus Toulouse-Montaudoin Aerospace. Avec les investissements de l'État et les financements locaux, le but est de faire de Toulouse et de sa région un pôle d'excellence au niveau français, malgré les clivages politiques. Dans la campagne présidentielle qui s'ouvre, dans la campagne politique qui s'ouvre, l'enseignement supérieur et la recherche ne doit pas être un otage des partis. L'enseignement supérieur et la recherche, ça doit être un objet de consensus républicain. Notre majorité a énormément fait, on a beaucoup aidé à transformer. Tant mieux si ça peut être maintenant un effort collectif reconnu par tous. Martin Malvy a demandé au ministre de ne pas oublier l'UFR de psychologie et ce dernier veut donner un coup de jeune au Mirail. Toulouse était un peu l'incarnation de ce contraste qui existait, avec d'un côté des chercheurs et des enseignants de très haut niveau, mais des équipements qui étaient totalement archaïques. Je pense par exemple au Mirail qui n'était pas digne de la qualité de l'enseignement. Et là, ce qu'on fait, c'est qu'on va permettre à Toulouse de s'imposer parmi les sites de plus haut niveau à l'échelle nationale. Au total, il y aura un investissement de 800 millions d'euros, dont 525 apportés par l'État. Le candidat Morin était aujourd'hui à Toulouse, après la visite du site Airbus pour saluer son bébé, selon ses mots, entendez l'A400M. Il est temps d'aborder la pré-campagne présidentielle. Je n'ai pas écrit un livre mettant noir sur blanc mes propositions, présenté d'ores et déjà, et je suis le seul, mes propositions économiques, mes propositions budgétaires pour rétablir l'équilibre des comptes publics, mes propositions en matière d'éducation et sur d'autres sujets comme l'environnement ou l'énergie ou l'Europe, pour simplement faire un petit tour de piste. Je suis là pour être jusqu'au bout. Pour prendre une expression du Sud-Ouest, je suis dans le match et jusqu'au bout. Et tant pis pour les sondages qui lui accordent entre 0 et 1% d'intention de vote. Je vous rappelle qu'Arnaud Montebourg, il a commencé à 1% la primaire socialiste et il a fini à 17%. Donc je continue et je suis confiant. Le président du nouveau centre a également rencontré les syndicats avant de participer à une conférence devant des étudiants. Pour l'instant, le candidat a réuni 300 promesses de signature sur les 500 nécessaires pour participer au premier tour. Les avions à hélice ou turbopropulseurs ne connaissent pas la crise. Après Airbus, c'est ATR qui vient d'annoncer des ventes records pour 2011. Le leader mondial de l'aviation régionale, dont le siège et la chaîne d'assemblage sont à Toulouse, a vendu 157 avions auprès de 18 compagnies aériennes dans le monde. Ajoutez à cela 79 options d'achat, le total est de 236 commandes d'avions, soit 3 ans de production, c'est 40% de plus qu'en 2007. ATR écrase littéralement son premier concurrent, le Canadien Bombardier, en s'arrogeant 80% du marché. De bonnes nouvelles qui en cachent d'autres, puisqu'ATR devrait annoncer 41 nouvelles ventes le mois prochain au Salon aéronautique de Singapour et surtout 100 nouvelles embauches à Toulouse dans le courant de l'année. Cet après-midi, au Conseil des prud'hommes, les syndicats CGT d'Airbus réclamaient la reconnaissance des droits d'un employé discriminé à cause de son appartenance syndicale. La carrière de ce dernier n'a en effet jamais été reconnue et son salaire n'a pas évolué en conséquence. La direction d'Airbus a été reconnue pour discrimination syndicale en 2007. Puisque c'était une procédure qui durait depuis 1998. Il faut se rappeler qu'une discrimination syndicale qui date depuis les années Papon, dans les années 70, qui était directeur d'Aérospatiale à l'époque, qui a mis en place cette discrimination syndicale où ils ont obligé tous les responsables de changer de carte, de ne plus être à la CGT, de passer dans des syndicats qui correspondaient plus bien sûr à la direction. Quand tu ne peux plus avoir de discussion avec la direction, on est obligé de passer par les prud'hommes et peut-être par d'autres instances après, quoi. Marie-Josée Cousy, élue récemment à la présidence du Conseil des prud'hommes de Toulouse, regrette qu'une institution aussi importante que la justice manque autant de moyens. Elle souhaite avant tout que les conseillers prud'homaux aient de meilleures conditions de travail. Je fais un parallèle entre le monde de la santé et le monde de la justice. Il y a deux pans, la médecine du riche, la médecine du pauvre. Il faut payer pour se faire soigner aujourd'hui dans certains lieux.
Il faut payer des dépassements d'honoraires. Et aujourd'hui, lorsqu'on veut rester en justice, il faut aussi payer. Le justiciable qui veut venir au conseil de prud'homme, aujourd'hui, depuis le 1er octobre 2011, doit s'acquitter d'un trésor fiscal de 35 €. C'est parfaitement scandaleux. Vous venez chercher un bulletin de salaire, 35 €. Un certificat de travail, 35 €. C'est quand même extraordinaire. Depuis le 1er janvier 2012, lorsqu'on va en appel, on doit aussi s'acquitter de 150 €. Et je ne reviendrai pas sur les 4 000 € que l'on doit débourser si l'on va aller devant la Cour de cassation, puisqu'il faut là obligatoirement être accompagné d'un avocat. On se fait beaucoup de soucis pour l'avenir de la prud'homme. Il y a quelques années, Josiane était en surendettement, une expérience difficile. Aussi aujourd'hui, elle accompagne les personnes dans cette situation. Le nombre de dossiers déposés à la Banque de France de Toulouse a augmenté de 10% en un an. Josiane reçoit en moyenne 8 à 10 personnes par jour, souvent des accidents de la vie des personnes seules. Ça peut être quand il y a un divorce, il y a eu des crédits qui ont été faits parce qu'il y avait les moyens de rembourser, où le couple se sépare. Très souvent, c'est madame qui se retrouve avec les crédits sur le dos. Et cette personne n'a pas forcément non plus de travail. Elle se retrouve au RSA avec des dossiers très lourds. Même constat du côté de la Banque de France avec cette évolution. Les crédits à la consommation ne sont plus forcément impliqués dans ces dossiers comme il y a quelques années. Aujourd'hui, on parle de surendettement passif. Nous faisons la distinction entre le surendettement actif, c'est-à-dire qui résulte d'une frénésie, en quelque sorte, de recours au crédit à la consommation, et le surendettement passif, qui, lui, renvoie beaucoup plus à des difficultés, si vous me passez l'expression, de joindre les deux bouts à la fin du mois, de faire face à ces échéances courantes. En effet, du côté de Familles de France, on observe de plus en plus de personnes endettées à 50%, ne serait-ce que pour payer leur loyer. Justice et citoyenneté, c'est la thématique du concours d'éloquence 2012 sur laquelle ont planché 600 élèves de seconde et leurs professeurs. Aujourd'hui, c'était la finale à l'Université de sciences sociales. Difficile de départager les candidats. C'est Mathilde Claysen du lycée Claude Nougaro à Caussade qui a remporté le premier prix. Chico, l'ex-leader des Gypsy Kings, sera le parrain de la 9e biennale des musiques ibériques de Colomiers qui se tiendra du 21 au 24 mars prochain. Cette année, que ce soit Pradal, que ce soit Montse Cortés, que ce soit Faroquito, mais c'est des top niveaux, quoi. Je veux dire, vous savez, ici à Colomiers, je me suis aperçu que, en parlant avec d'autres programmateurs de festivals, ils viennent faire leur marché ici, quoi. Ouais. Ils attendent ce festival pour voir ce qui se passe et ils viennent récupérer les artistes. Donc quelque part, je crois que c'est un bel exemple de programmation. Colomiers va devenir la capitale de la musique flamenca pendant quelques jours. Le 13 janvier dernier, Chico, les Gypsy ont rempli l'Olympia en chantant Aznavour en sa présence. La musique gypsy a toujours un public. Vous savez, la musique gypsy, on a toujours l'impression que c'est olé olé, on fait la fête et tout, mais ce qui est incroyable dans nos concerts parfois, et souvent j'ai constaté que dans le même public, il y a parfois des gens qui dansent et qui se régalent et qui sautent en l'air, et puis à côté vous avez des gens qui pleurent. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir une légèreté, mais en même temps une grande profondeur dans cette musique.